1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour, Ane ki ka voyaje ka jwen zo. ce proverbe antillais veut dire « Un chien qui voyage trouve des os ». Addis Abeba, Éthiopie. 1904. Dans le palais impérial, un homme se penche sur le lit d'un souverain. L'homme qui est allongé là est Ménélique II, l'empereur d'Éthiopie, celui qui a infligé aux armées italiennes la défaite d'Adwa en 1896, la première grande défaite d'une puissance coloniale européenne face à une armée africaine. Un homme de pouvoir absolu, vénéré comme un dieu roi par son peuple. Et le médecin qui le soigne, l'homme en qui l'empereur place sa confiance la plus intime, celui qui connaît ses douleurs, ses faiblesses, ses angoisses nocturnes, est un fils de maçon né au Moule, en Guadeloupe, 20 ans après l'abolition de l'esclavage. Il s'appelle Joseph Vitalien. Et son histoire est l'une des plus extraordinaires que ce podcast ait jamais racontée. Non parce qu'elle est linéaire et triomphante, mais parce qu'elle trace un arc improbable entre les Antilles françaises, les rues de Paris et la cour du Négus d'Éthiopie. Un enfant de la Guadeloupe coloniale, médecin personnel du dernier grand empereur africain indépendant. Précepteur d'un gamin de 8 ans qui deviendra Haïlé Sélassié, défenseur de l'indépendance éthiopienne à Paris, pionnier du panafricanisme francophone. Et pourtant, son nom n'est enseigné nulle part en France. Pour comprendre Joseph Vitalien, il faut comprendre deux mondes, la Guadeloupe coloniale de la fin du XIXe siècle et l'Éthiopie souveraine du début du XXe. La Guadeloupe, en 1868, année de la naissance de Vitalien, est une colonie française en pleine mutation. L'abolition de l'esclavage a 20 ans. Les anciens esclaves sont formellement libres, mais la réalité sociale est encore profondément marquée par les hiérarchies coloniales. Les grandes familles blanches, les békés, tiennent encore l'économie. Les enfants noirs et métis peuvent accéder à l'école, mais les chemins vers les études supérieures sont semés d'obstacles. Rares sont ceux qui franchissent la mer pour aller étudier à Paris. Joseph Vitalien est l'un de ces rares. Il est le fils d'un maçon. Pas de fortune, pas de réseau familial, pas de protection naturelle. Mais il a quelque chose, l'intelligence, l'ambition et une époque qui, malgré tout, permettait à certains enfants des colonies de saisir des opportunités, souvent au prix d'efforts démesurés. De l'autre côté du monde, l'Éthiopie de Ménélique II vit un moment historique exceptionnel. En 1896, à Adwa, les armées éthiopiennes ont mis en déroute les forces italiennes, qui tentaient d'étendre leur empire colonial. C'est un événement qui retentit dans le monde entier, et particulièrement dans les communautés noires des Amériques et des Caraïbes. Pour la première fois dans l'ère moderne, un pays africain a battu une armée coloniale européenne sur le champ de bataille. L'Éthiopie devient un symbole de résistance, de dignité, de souveraineté noire. C'est dans cette Éthiopie victorieuse, mais fragile, entourée de puissances coloniales qui lorgnent ses terres, que Vitalien va exercer. Et sa présence là-bas n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un choix délibéré, d'un homme qui a compris que là où d'autres médecins ne voulaient pas aller, il pouvait être utile et exister pleinement. Joseph Vitalien naît le 4 avril 1868 au Moule, en Guadeloupe. Son père est maçon. Sa famille est modeste. Mais l'enfant est brillant et il obtient une bourse grâce à la protection d'un amiral français pour poursuivre des études de médecine à Paris. Il quitte la Guadeloupe en 1887, à 19 ans. Un trajet en bateau, une île qu'il laisse derrière lui, et Paris devant lui avec tous ses espoirs et tous ses défis. Il est boursier, il est guadeloupéen. Il est noir dans une ville qui n'est pas encore habituée à voir des étudiants noirs dans ses facultés de médecine. Il soutient sa thèse de médecine en 1897, 10 ans après son départ de la Guadeloupe. 10 ans de formation, de travail, de persévérance. Il s'installe ensuite 2 ans dans un village de Bourgogne pour exercer. Puis vient l'appel de l'ailleurs. Des amis lui parlent de l'Afrique. Cette Afrique que les Européens sont en train de se partager.
mais où des médecins courageux peuvent encore faire quelque chose d'essentiel. En 1899, Vitalien part. Il arrive en Éthiopie. À Djibouti d'abord, alors au cœur des rivalités coloniales entre la France, l'Angleterre et l'Italie. Puis, il remonte vers l'intérieur. En 1901, il est employé à l'hôpital de Harar, une ville dans l'est de l'Éthiopie, fondée par le Ra Makonnen, un des grands seigneurs de l'Empire. C'est là que se produit quelque chose d'inattendu. Vitalien devient le précepteur du jeune fils du Ra Makonnen, un garçon de 8 ans qui s'appelle Tafari. Il lui enseigne le français. Il lui apprend à lire, à compter, à observer le monde. Et ce gamin, ce petit Tafari que Vitalien a instruit dans les couloirs d'un hôpital d'Harar, deviendra, des décennies plus tard, Haïlé Sélassié, le roi des rois, le dernier empereur d'Éthiopie, figure tutélaire du mouvement Rastafari dans le monde entier. Le médecin guadeloupéen a été le premier maître du futur Haïlé Sélassié. En 1904, Vitalien devient le médecin personnel de Ménélik II. C'est le sommet de sa trajectoire africaine. Il est aux côtés du souverain, il connaît ses maladies, ses angoisses, ses moments de faiblesse. Ménélik lui fait confiance à un point remarquable. Il lui propose le poste de ministre de la Santé publique et lui attribue la concession du chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba. Un projet stratégique et économique majeur. Vitalien apprend l'amharique pour communiquer avec tous. Il n'est pas seulement un soignant. Il devient un homme de confiance, presque un diplomate. Et il joue un rôle concret dans la politique internationale. En 1908, grâce à sa position, il obtient le transfert de la concession du chemin de fer à une compagnie soutenue par l'État français. Un coup diplomatique qui préserve les intérêts éthiopiens face aux appétits britanniques et italiens. En 1904, il lutte contre une épidémie de variole à Dire Dawa, vaccinant lui-même une partie de la population. Son engagement médical n'est pas théorique. Il va sur le terrain, il agit, il soigne. Il quitte l'Éthiopie en 1910 et revient à Paris. Sa vie africaine est terminée, mais son engagement ne l'est pas. De retour en France, il se bat pour l'indépendance éthiopienne, à une époque où l'Éthiopie est sous pression constante. Il publie en 1919 un texte intitulé « Pour l'indépendance de l'Éthiopie ». Il milite dans les cercles panafricanistes. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il se présente aux élections législatives en 1910, aux élections sénatoriales en 1912 à la Guadeloupe, sans succès. Il est directeur du foyer colonial pendant la Première Guerre mondiale, de 1915 à 1919, une structure créée pour accueillir et soutenir les soldats venus des colonies qui combattaient sous le drapeau français. Il meurt à Paris le 15 novembre 1938. Son urne repose au Père-Lachaise. Son ami d'enfance, le député Hégésippe Légitimus, celui que nous avons évoqué en EP16, avait croisé son chemin tout au long de sa vie. 2 enfants des Antilles, 2 trajectoires qui se touchent sur plusieurs décennies. Il faut revenir sur la relation entre Vitalien et le jeune Tafari, parce que c'est peut-être l'aspect le plus stupéfiant de cette histoire. Harar, 1902. Un médecin guadeloupéen de 34 ans enseigne le français à un enfant de 8 ans dans les couloirs d'un hôpital d'Éthiopie. L'enfant s'appelle Tafari Makonnen. 2 décennies plus tard, cet enfant deviendra Haïlé Sélassié, Ra Tafari, le roi des rois, le lion de Juda, l'élu de Dieu. La figure messianique autour de laquelle se construira le mouvement Rastafari, né en Jamaïque dans les années 1930, porté ensuite par Bob Marley jusqu'aux 4 coins du monde. Pensez à ce que cela signifie. Le Rastafari, cette spiritualité, cette musique, cette résistance culturelle qui a nourri des générations d'Africains et de descendants d'Africains partout dans le monde, a pour figure centrale un homme dont le premier maître était guadeloupéen. Ce lien n'est pas direct. Vitalien n'est pas responsable du mouvement Rastafari, et Haïlé Sélassié non plus d'ailleurs. Mais il dit quelque chose sur la façon dont les histoires se connectent à travers les océans, les décennies, les continents.
Un fils de maçon du moule, une bourse d'études, un hôpital à Harare, un enfant de 8 ans, et quelque part dans cette chaîne, une des grandes spiritualités populaires du XXe siècle. Il y a aussi quelque chose d'important dans le choix de Vitalien de servir l'Éthiopie indépendante, plutôt que l'administration coloniale française. En 1899, quand il arrive en Afrique, il avait des alternatives. Il aurait pu s'installer comme médecin colonial dans une possession française, Sénégal, Côte d'Ivoire, Madagascar. Des postes mieux rémunérés, plus sécurisés, avec le prestige de l'administration impériale. Il choisit l'Éthiopie souveraine, un pays qui n'est pas une colonie. Un souverain africain indépendant. Ce choix-là n'est pas anodin. Vitalien savait ce que signifiait être gouverné par d'autres. Il avait grandi dans une colonie. Il avait étudié à Paris comme boursier, dépendant de la bienveillance du système. Et il avait choisi, quand il en avait eu la possibilité, de mettre ses compétences au service d'un souverain qui ne devait sa puissance à aucune métropole européenne. Ce n'est peut-être pas un hasard. L'héritage de Joseph Vitalien est multiple et mérite qu'on le regarde en face, sans idéalisation. Sur le plan médical d'abord, Vitalien a exercé dans des conditions difficiles, dans des territoires où les épidémies étaient fréquentes et les moyens limités. Son action à Harare, à Dirdawa, auprès de Ménélique II. C'est un engagement concret, physique, risqué. Dans un contexte où la médecine coloniale pouvait être un instrument de domination, Vitalien a choisi d'exercer pour des souverains africains indépendants, pas pour renforcer une administration coloniale. Sur le plan politique, ensuite, Vitalien est une figure pionnière du panafricanisme francophone, un mouvement qui cherchait à construire des solidarités entre les peuples africains et d'origine africaine face à la colonisation. Son soutien à l'indépendance éthiopienne, à une époque où cette indépendance était menacée, est un acte politique courageux. Mais il faut aussi nommer les... Attention, Vitalien a bénéficié du système colonial français. C'est grâce à une bourse obtenue via un amiral français qu'il a pu étudier. Sa présence en Éthiopie servait aussi objectivement les intérêts diplomatiques français dans la région. La concession du chemin de fer qu'il a aidé à transférer à une compagnie française, c'est une opération dans laquelle les intérêts éthiopiens et les intérêts français se sont momentanément alignés, mais où la France était bénéficiaire, au même titre que l'Éthiopie. Vitalien naviguait dans un monde où les marges de manœuvre étaient étroites. Un médecin noir des colonies, en 1900, ne pouvait pas se permettre de tout refuser. Il a utilisé les outils disponibles, la bourse, les réseaux, le prestige de son poste, pour construire quelque chose d'utile. C'est un homme de compromis, comme tous les acteurs historiques réels, ni saint ni traître. Ce qui reste, au bout du compte, c'est une image rare et puissante. Un fils de maçon guadeloupéen, médecin du roi d'Éthiopie, précepteur du futur Haïlé Sélassié, défenseur de l'indépendance africaine à Paris. Une trajectoire qui n'existe dans aucun manuel scolaire français. Joseph Vitalien nous rappelle que les histoires guadeloupéennes ne restent pas toutes aux Antilles. Certains ont traversé le Kalapani, comme les engagés indiens de l'épisode précédent. D'autres ont traversé la Méditerranée pour rejoindre les rangs de la résistance, comme les dissidents dont nous avons parlé en EP13. Et d'autres encore, comme Vitalien, ont traversé les océans pour aller soigner, construire, défendre. Médecin du roi d'Éthiopie, premier maître de celui qui deviendra Haïlé Sélassié. Depuis une île des Antilles, quel destin! Vitalien a soigné dans l'ombre, sans gloire, avec constance. Margot, Gabriel. Le travail silencieux est juste à plus de valeur qu'on ne le dit. Joseph Vitalien a soigné des milliers de gens sans reconnaissance. Donnez-lui au moins un like posthume. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Chaque partage, chaque commentaire compte. Merci de nous suivre. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler, yo créé chômage, pour nous rester à la merci, pas sans vérité, yo les nous dépendent yo.